Comment définir l'intelligence ? Capacité d'apprentissage, connaissance, créativité, adaptation et bien d'autres qualités peuvent être considérées comme des critères d'intelligence. Qui du bon élève ou de celui qui arrive à s'en sortir en faisant le moins d'efforts possible est réellement le plus intelligent? Avoir le QI le plus élevé fait-il automatiquement de vous le plus malin? Résoudre par la pensée des problèmes nouveaux, voilà qui décrit d'après moi le mieux l'intelligence. Et Kishimoto illustre parfaitement cette idée dans Naruto. Son héros n'est pas le plus malin, mais il a une grande facilité à s'entourer pour faire face à sa solitude, faisant ainsi preuve d'une grande intelligence sociale. D'autres sont capables de créer de nouvelles techniques extrêmement complexes pour faire face à l'adversité, et d'autres encore démontrent une capacité d'analyse hors norme dans n'importe quelle situation. Ces personnages ont en commun de tous exploiter leurs forces pour pallier leurs faiblesses, faisant ainsi preuve d'une véritable intelligence. Yo tout le monde, je suis grave content de vous retrouver en cette nouvelle année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous êtes tous mis bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque aujourd'hui au top 10 des shinobi les plus intelligents dans Naruto. Et vous l'avez compris dans l'intro, mais classer les personnages sur l'intelligence c'est très compliqué. Ici, je vais donc essayer de classer les personnages en évaluant plusieurs critères. En gros, je vais classer des persos qui ont soit montré de meilleures compétences que les autres dans un ou plusieurs domaines, soit qui regroupent le plus de critères pour évaluer leur intelligence. Je précise que dans cette vidéo, on ne va parler que des ninjas, et en nous concentrant principalement sur Naruto et Naruto Shippuden, sans quoi le classement serait un peu différent et d'après moi moins intéressant. En plus, l'intérêt de parler que de shinobi ici, c'est qu'on va pouvoir ajouter le critère de l'intelligence en combat, et vous le savez, c'est super important dans ce manga. Évidemment, je précise que c'est un classement personnel qui se base en partie sur mon interprétation, donc ne venez pas me dire que tel ou tel perso est absent ou mal classé parce que je vais vous ratio. Mais allez, maintenant qu'on a dit tout ça, commençons. À la 10e place de ce top, on retrouve l'un des personnages principaux du manga, membre de l'équipe 7, Sakura Haruno. Et je vous entends d'ici crier à travers votre écran les anti-Sakura, mais soyons sérieux 2 minutes. Dès le début du manga, elle est décrite comme quelqu'un de très académique, ayant appris par cœur le code ninja et disposant d'une connaissance plus avancée sur les propriétés du chakra que Naruto et Sasuke, ce dernier étant pourtant censé être le génie de sa promotion. On apprend aussi qu'elle avait toutes les meilleures notes des tests écrits de l'académie, et alors certes, être bon élève ne prouve pas qu'on est intelligent, mais ça reste un indicateur, et Sakura va plus loin de toute façon. Durant l'épreuve écrite de l'examen Chunin, elle est capable de répondre sans problème au questionnaire, censé forcer les ninjas de son niveau à tenter de tricher, afin de tester leur capacité à rassembler des informations grâce à leurs compétences de shinobi. D'ailleurs, pendant l'épreuve, Sakura comprend que les examinateurs incitent à la triche, donc elle arrive à analyser la situation, tout en répondant à un questionnaire super dur que quasi seuls les Chunin à qui on a donné les réponses à l'avance, et qui ont infiltré l'examen peuvent terminer sans tricher. D'ailleurs, notons qu'Ino choisit Sakura comme cible de sa technique de transposition pour recopier ses réponses, car d'après elle, sa rivale a une intelligence hors du commun. Et quand on sait qui va bénéficier des réponses volées à Sakura par Ino, c'est-à-dire Shikamaru, c'est encore plus impressionnant. Bon, encore une fois, là on parle surtout de connaissances, donc évidemment ça suffit pas à la placer devant Shikamaru parce que, spoiler, on reparlera de lui plus haut dans le classement. Mais puisqu'on parle de Shikamaru, c'est quand même l'occasion de vous apprendre que dans le databook officiel de Boruto, seul ce dernier dépasse Sakura en termes d'intelligence. Pareil, dans les databooks 2 et 3, Sakura obtient la note de 4 sur 5 en intelligence, ce qui est plus qu'honorable pour l'époque. Cette intelligence et ses qualités académiques, Sakura les exploite durant tout le manga, notamment pour développer son ninjutsu médical et ses connaissances auprès de Tsunade, jusqu'à devenir l'une des meilleures ninja médecins du monde dès le début de Shippuden. Ses qualités en termes de création d'antidotes sont directement comparées à celles de Tsunade par Mami Shio. Et même si ça ne fait pas directement référence à de l'intelligence, c'est quand même le résultat d'un apprentissage super rapide. En un peu plus de 2 ans, Sakura passe d'une novice au top tiers en matière de connaissances médicales, donc c'est forcément lié de près ou de loin à son intelligence et à sa capacité d'apprentissage. En plus, Sakura est aussi capable d'exploiter ses connaissances médicales et son intelligence en combat, car même si son style est assez bourrin à l'image de Tsunade, ça l'empêche pas de mettre au point des stratégies, comme lorsqu'elle se laisse volontairement toucher par le poison de Sasori, afin de le prendre
prendre par surprise en exploitant l'antidote qu'elle avait développé juste avant. Aussi, lorsque l'escouade de Konoha affronte Tobi pendant que Sasuke règle ses comptes avec Itachi, Sakura est capable de déduire une partie des propriétés de Kamui en voyant Tobi traverser quelques-uns de leurs assauts. Alors ok, elle n'a pas immédiatement percé à jour le secret de la technique comme Minato par exemple, mais ça démontre quand même une très bonne qualité d'analyse. D'ailleurs, c'est une idée qui est déjà évoquée par Sasuke dans le tome 4, où il explique que Sakura a la meilleure capacité d'analyse de l'équipe 7 de l'époque, donc autant dire que Kishimoto a toujours imaginé Sakura comme un personnage très intelligent. Et c'est vraiment une idée qui a perduré puisque comme je l'ai dit, dans Boruto, Sakura est vraiment considérée comme une tête. Dans les romans de la série Retsuden, Shikamaru et elle sont immédiatement évoqués par Kakashi lorsqu'il a besoin de déchiffrer un parchemin en langue ancienne. Plus tard, elle démontre sa capacité à résoudre l'énigme du dessin des astres avec Sasuke, qui est d'ailleurs le titre du roman. En vrai, dans ses romans, elle enchaîne les masterclass, mais j'en dis pas plus pour ceux qui les auraient pas encore lus. Bref, Sakura est vraiment très smart, et c'est en grande partie ce qui lui a permis de devenir une ninja très largement au-dessus de la moyenne, sans pour autant venir d'un clan réputé et sans attributs héréditaires cheatés. Je dirais que ce qui l'empêche de se classer plus haut, c'est que déjà des ninjas intelligents c'est vraiment pas ce qui manque dans le manga, mais aussi que toute proportion gardée, en fait elle a pas tant de screen time que ça, ni même de combat, mais dans tous les cas, elle a vraiment montré de bonnes choses niveau intelligence, et son gros point fort, vous l'aurez compris, c'est sa capacité d'apprentissage, qui lui vaut pour moi de rentrer dans ce top. À la 9ème place, j'ai décidé de mettre Sasuke. Je le disais juste avant, mais c'est vrai que Sasuke n'a pas forcément les connaissances de Sakura. De la même manière, ils sont mis sur un pied d'égalité en termes de capacité d'analyse et de déduction dans Retsuden. Pourtant, j'ai décidé de mettre Sasuke devant Sakura pour une raison en particulier, son intelligence en combat. Et je le disais dans l'intro, mais dans Naruto, c'est vraiment un élément giga important pour un shinobi. L'intelligence en combat, ou ce que nos amis anglophones appellent le Battle IQ, c'est la capacité à s'adapter à son adversaire et aux conditions du combat, la capacité à analyser les techniques et à rentrer dans la tête de son adversaire, ou encore de mettre en place des stratégies pour prendre l'avantage. Et sur ce point-là, clairement, Sasuke c'est juste un crack, et le manga insiste bien là-dessus. Très tôt, on voit Sasuke faire preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité en combat, je pense par exemple à son fight pendant les éliminatoires de l'examen Chunin, où il affronte Yoroi, un type de la fausse équipe de Kabuto, le tout sans pouvoir utiliser trop son chakra à cause de la marque maudite, et qu'il arrive quand même à battre en recopiant une partie du taijutsu de Lee. Dans le troisième databook, Kishimoto confirme que Sasuke est super intelligent en combat, surtout à partir de Shippuden. Dans ce databook, on nous dit que Sasuke est un très bon tacticien, qui arrive à garder son calme en combat et qui est très doué pour observer et analyser son adversaire. Ses qualités, il les démontre d'abord contre Orochimaru, où il ne panique pas et attend le bon moment pour le placer sous son genjutsu, puis contre Deidara, où Sasuke garde son calme et analyse parfaitement les capacités cheloues de son adversaire. On le voit mettre en place un plan pour atteindre Deidara en hauteur sans se faire bousillé par le champ de mine sous ses pieds, il arrive à contrer le Garuda C4, puis il survit à l'autodestruction de son adversaire en plaçant Manda sous son genjutsu pour le forcer à faire une invocation inversée. Bref, le combat contre Deidara illustre parfaitement l'intelligence en combat de Sasuke, qui n'a rien à envier au tout meilleur shinobi sur ce point-là. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite vraiment à relire ou revoir ce combat face à Deidara, parce qu'il illustre parfaitement le battle IQ de fou de Sasuke. Et même contre Itachi, du moins au début, il arrive à garder son calme et à ne pas s'emporter sous le coup de l'émotion, contrairement à la dernière fois où il s'était vu, donc ça démontre qu'il a mûri en termes d'intelligence en combat. Pareil, contre Danzo, Sasuke parvient à percer le secret du fonctionnement d'Izanagi, et il brain totalement son adversaire avec un simple genjutsu pour obtenir la victoire. Lors de la 4ème Grande Guerre, Sasuke brille encore en s'adaptant à chaque adversaire qu'il affronte, mais aussi à chaque allié avec qui il combat. D'abord contre Kabuto avec Itachi, Sasuke analyse parfaitement la situation, puis avec Naruto, il prend de bonnes décisions comme synchroniser son Enton avec le Rasen Shuriken, ou encore d'utiliser Jugo pour booster son Susanoo avec de l'énergie naturelle. Minato qualifie même Sasuke de brillant lorsqu'il analyse le combat des Hokage réincarnés face à Jubito, ce qui non seulement est vrai, mais c'est aussi flatteur venant d'un mec comme Minato. En plus, bien sûr, Sasuke reste aussi très intelligent hors combat, et ses années passées auprès d'Orochimaru et Kabuto lui ont permis d'accumuler beaucoup de connaissances, par exemple sur les serpents qu'il a étudiés dans le but d'affronter Orochimaru, comme il le démontre là encore face à Kabuto. Mais ce qui fait que j'ai du mal à classer Sasuke plus haut, c'est son manque de maturité dans l'œuvre originale. En se laissant aveugler par sa haine envers son frère, il a fait une série de mauvaises décisions. D'abord, il s'est fait manipuler par Itachi sans jamais rien remettre en question. Ensuite, il s'est fait manipuler par Orochimaru même en sachant que ce dernier voulait s'approprier son corps. Et d'ailleurs, il s'en foutait jusqu'au moment où il a trouvé qu'Orochimaru était trop faible pour mériter de le lui prendre, son seul but étant de vaincre Itachi par tous les moyens possibles, même si ça impliquait de donner son corps à Orochimaru. Bref,
Bref, le gars était vraiment matrixé et même Obito en a profité. Et attention, je dis pas que c'est parce qu'il est bête, c'est d'ailleurs assez normal pour un mec dont le frère a tué toute sa famille d'avoir la rage. Et dans un sens, cette haine a aussi fait la force de Sasuke. Mais Itachi le dit lui-même à Naruto, Sasuke est influençable, il est immature. Quand il se sent frustré en voyant les progrès de zinzin de Naruto, le mec décide de quitter le village sans même réfléchir aux conséquences. On aura l'occasion de reparler de maturité plus tard dans la vidéo, mais en gros ce qui empêche d'après moi Sasuke de se classer plus haut dans ce top, c'est sa série de mauvaises décisions dans l'œuvre originale, qui sont certes justifiables mais quand même parfois assez irréfléchies. Sasuke lui-même en prendra conscience, et c'est justement pour mûrir qu'il décidera de partir faire le tour du monde pour le découvrir après son combat final contre Naruto. D'ailleurs après ça, on a un Sasuke apaisé et mature, notamment dans Boruto, qui a gardé son intelligence en combat et qui exploite maintenant ses capacités d'analyse à 100%, comme il le démontre face à Jigen, ou encore après quand il comprend rapidement la situation en discutant avec Amado à propos d'Ishiki. Bref, le Sasuke de Shippuden se fait un peu carry par son intelligence en combat pour rentrer dans le top, mais quand on prend en compte tout son potentiel intellectuel, objectivement, il mérite sa place dans le top 9. À la 8ème place de ce top, j'ai décidé de mettre Kabuto. Kabuto c'est vraiment l'archétype de l'intello dans Naruto. Et c'est pas cliché quand je dis ça, parce que c'est largement justifié par le scénario. Déjà, on sait que Kabuto a passé sa vie à être exploité comme espion, ce qui l'a amené à devenir un expert en infiltration, collecte d'informations et ninjutsu médical, d'abord en travaillant pour la racine puis pour Orochimaru. Le Sannin va d'ailleurs déceler le potentiel de Kabuto pour l'utiliser à son compte, ce qui témoigne déjà de son génie. Il nous l'explique lui-même, mais pendant toute sa jeunesse, il a dû bouffer du ninjutsu médical à longueur de journée pour gagner la confiance de l'ennemi. Donc ça témoigne non seulement de ses talents de manipulateur, qu'il montrera encore d'ailleurs pendant l'arc de l'examen de Chunin, mais aussi de sa capacité d'apprentissage de fou, un peu à l'image de Sakura. D'ailleurs, ce parallèle est plutôt pertinent puisque même Tsunade reconnaîtra le talent de Kabuto en matière de ninjutsu médical. Il arrive à exploiter ses connaissances en combat pour pallier ses faiblesses, ce qui fait aussi de lui un combattant très intelligent. Contre Tsunade, il compense ses lacunes en taijutsu en mangeant une pilule militaire, avant d'utiliser son ninjutsu médical pour couper les muscles de Tsunade de l'intérieur, afin de réduire sa force de frappe monstrueuse, ce qui, là encore, impressionne Tsunade. Ensuite, il exploite sa phobie du sang pour prendre l'avantage, même après s'être fait perturber son système nerveux, ce qui, encore une fois, va choquer Tsunade. Donc en plus d'être un espion super polyvalent et un ninja médecin top tier, Kabuto a aussi un super bon battle IQ. En plus, à force de traîner avec Orochimaru, il a acquis plein de connaissances, en médecine pour pouvoir s'occuper de son maître, mais aussi en biologie, sur les attributs héréditaires, le fuinjutsu ou encore l'histoire des shinobi. Ce qui m'impressionne le plus perso, c'est sa capacité à théoriser avec précision sur les écrits de la stèle de pierre des Uchiwa, ce qui l'amènera à percer une partie des secrets du Rinnegan avec Orochimaru. Et on parlait de sa capacité d'apprentissage, et justement, à la mort d'Orochimaru, non seulement il exploite ses compétences en biologie et en médecine pour s'approprier des cellules de son maître, mais en plus il arrive à maîtriser et perfectionner ses techniques en un temps record. En plus de ça, il arrive à s'accorder les faveurs d'Obito, même si c'était avec l'aide de Zetsu Noir, mais on y reviendra plus tard, et il arrive à trouver la grotte Ryuchi pour y apprendre le mode ermite en très peu de temps. Ensuite, on apprend dans son combat contre Itachi et Sasuke qu'il a aussi cultivé en lui des cellules des membres du Quartier du Son, de Kimimaro ou encore de Suigetsu et Karin pour s'approprier leur technique, ce qui demande forcément un sacré cerveau. Et bien sûr, comment parler de Kabuto sans évoquer l'Edo Tensei. Le gars arrive à maîtriser la technique en 2-2 et en l'améliorant considérablement, tout en forçant des contrats d'invocation avec un nombre incalculable de puissants shinobi du passé. En plus, en les déployant sur le champ de bataille, il arrive à les exploiter avec énormément d'intelligence. En tout cas, dès lors qu'il en prend totalement le contrôle. Je pense notamment au combat Nagato contre Narutobi et Itachi, où il utilise super intelligemment les pouvoirs du Rinnegan de Nagato. Et même là, on pourrait se demander, mais comment il connaît tous les pouvoirs de Pain? Mais franchement, on n'est plus à ça près avec Kabuto, qui prouve là encore ses connaissances de fou et sa grosse intelligence en combat. Face à Itachi, ce dernier dit que Kabuto est un meilleur espion que lui, et il le qualifie même de calculateur et méticuleux, ce qui est clairement un compliment venant d'Itachi et qui est le type méticuleux par excellence. Sans surprise, les premiers databooks donnent la note de 5 sur 5 à Kabuto en intelligence. Bon, le problème de Kabuto, c'est qu'il est assez instable psychologiquement, ce qui fait qu'il n'utilise pas toujours bien son intelligence. Déjà, Kabuto a clairement un problème d'identité. Toute sa jeunesse en tant qu'espion, il a dû se faire passer pour quelqu'un d'autre, ce qui n'a vraiment pas aidé, et après ça, il s'est fait manipuler tout le restant de sa vie par Orochimaru. À la mort de ce dernier, il a clairement pété un câble,
remarquable, et même si ça lui a fait réaliser des exploits, comme on l'évoquait juste avant, ça l'a aussi mené à sa perte. Parce qu'en devenant plus puissant grâce à toutes ses nouvelles connaissances et ses nouvelles compétences, il est devenu arrogant. Sa trop grande confiance en lui et son complexe d'infériorité vis-à-vis d'Itachi l'ont poussé à sa perte face à ce dernier, qui a d'ailleurs parfaitement compris les faiblesses de son adversaire et en a profité pour lui tendre un piège avec Izanami. Et j'en parlais juste avant, mais lors du combat face à Kaguya, on apprend que c'est en fait Zetsu qui lui a permis de récupérer le corps de Madara pour convaincre Obito de collaborer, donc en un sens Zetsu aussi l'a manipulé, et ça enlève un petit peu de crédit à Kabuto. Mais quand même, clairement Kabuto est super intelligent, capacité d'apprentissage, d'analyse, connaissance, stratégie, intelligence en combat, il est franchement super complet et ça faut bien s'en rendre compte parce que je sais qu'il est assez sous-coté par la fanbase. En tout cas, pour moi, il mérite largement sa place dans ce top 8 des shinobi les plus intelligents du manga. À la 7ème place de ce top, Orochimaru. Bah oui, forcément, si je considère Kabuto comme un génie, comment ne pas mettre son sensei? Bon déjà, ça peut être intéressant de noter que Kabuto, même à son prime, semble encore se considérer comme inférieur à Orochimaru. Il décide de suivre la volonté de son maître, ce qui démontre qu'Orochimaru a encore une influence sur lui. Et comme ce Kabuto est très probablement plus puissant qu'Orochimaru à ce moment-là, on peut se dire qu'il se sent en dessous pour d'autres raisons. Parce qu'en vrai, Orochimaru c'est clairement un gourou. Il a non seulement manipulé Kabuto, mais aussi bien d'autres jusqu'à carrément créer un village ninja avec tous ses sbires. On le voit très tôt dans le manga, ces hommes se battent clairement pour être dans ses petits papiers, et il y a des mecs comme Kimimaro qui sont carrément prêts à mourir pour lui. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Orochimaru est un expert manipulateur, ce qui témoigne d'une certaine forme d'intelligence. Et bien sûr, j'en parlais avec Kabuto, mais les connaissances d'Orochimaru sur le monde shinobi semblent être infinies. Son objectif de devenir immortel pour percer tous les secrets du monde shinobi l'ont poussé à en étudier tous les aspects, dont héréditaire, technique interdite, histoire du monde shinobi, études de clans mystérieux comme les Uzumaki, les Kaguya, les Ozuki et le clan de Jugo, ou encore bien sûr les Senju, plus particulièrement Hashirama dont il a étudié les cellules, jusqu'à transmettre son Kekkei à un de ses sujets d'expérience Yamato, mais qu'il a aussi greffé à Danzo pour lui permettre de spammer Kotoa Matsukami et l'Izanagi. Bref, dès qu'on parle d'un secret du monde shinobi, on peut être sûr qu'Orochimaru en a au moins entendu parler. Donc niveau connaissance et capacité d'apprentissage, Orochimaru est vraiment top tier. Il connaît les secrets du Fuinjutsu des Uzumaki, ceux du Sharingan des Uchiwa, les artefacts les plus légendaires du monde shinobi comme l'épée de Totsuka ou celle de Kusanagi, qu'il utilise d'ailleurs en combat. Il connaît également la grotte Ryuchi, le grand serpent blanc ermite, et il a même théorisé sur la stèle de Hagoromo, Edo Tensei, etc. Même après avoir été tué puis scellé, le mec a toujours trouvé le moyen de revenir, donc clairement c'est vraiment un crack. Après être encore revenu à la vie pendant la 4ème grande guerre ninja, il bénéficiera même des nouvelles connaissances de Kabuto, notamment au niveau de l'Edo Tensei en récupérant son chakra. En plus de ça, ça lui permettra d'apprendre des erreurs de Kabuto qui finalement suivaient ses traces. Orochimaru prend alors conscience de certaines choses et décide de changer ses objectifs en observant l'évolution de Sasuke. Et finalement ça a été un pari payant puisque Sasuke et Naruto affronteront plus tard Kaguya, ce qui leur permettra de révéler par la suite au monde shinobi les secrets derrière les origines du chakra, des bijoux mais aussi du ninjutsu en général. D'ailleurs, ce changement d'objectif n'empêchera pas Orochimaru de poursuivre ses recherches, comme on le voit dans Boruto où il s'est essayé au clonage notamment. Et évidemment, au-delà de ses connaissances et de ses capacités d'apprentissage, Orochimaru est aussi très intelligent en combat, même s'il a moins eu l'occasion de le démontrer que les personnages précédents du top. Hiruzen le qualifie quand même de génie n'apparaissant qu'une fois toutes les plusieurs décennies, au même titre qu'un Minato par exemple, ce qui est clairement très solide comme représentation. Et comme pour tous les génies générationnels, ça implique des qualités d'analyse et de tacticien applicables dans une situation de combat. Contre Hiruzen, il manipule son ancien sensei en le rabaissant et en le forçant à affronter ses anciens maîtres pour l'affaiblir. Contre Naruto en mode mini Kyuubi, il parvient à intelligemment utiliser ses capacités de régénération et ses invocations pour tester ses capacités, le tout sans pouvoir faire de jutsu, on le rappelle. Face à Guru Zetsu, Orochimaru pense à lui poser sa marque maudite pour permettre à son groupe de rejoindre Sasuke. Bref, il a peu montré sur ce plan, mais il est bien sûr un shinobi très malin, ses spécialités étant plutôt la manipulation et l'apprentissage de techniques interdites, souvent dégueulasses d'un point de vue esthétique comme éthique. Bien sûr, là encore, le 3ème databook donne la note de 5 sur 5 à Orochimaru en intelligence. Donc voilà, dans le même esprit que Kabuto, Orochimaru mérite pour moi sa 7ème place dans ce classement des 10 shinobi les plus intelligents du manga.
À la 6ème place de ce top, Madara Uchiwa. Alors je pense que certains se demandent pourquoi Madara est entre guillemets aussi bas dans le classement, donc je vais tout de suite désamorcer le truc. Déjà, être le 6ème shinobi le plus intelligent du verse, ça reste extrêmement solide, mais en plus le problème de Madara, c'est que comme Sasuke, il a pris une série de mauvaises décisions, notamment en étant manipulé, même si c'était dans son cas sans le savoir. D'ailleurs, ce parallèle avec Sasuke, il est pas nouveau, hein, je vous apprends rien, donc ça fait sens qu'il soit assez similaire aussi sur ce point-là. Zetsu l'a quand même manipulé du début à la fin sans même qu'il s'en aperçoive. C'est lui qui lui a donné les clés pour développer le Rinnegan, c'est lui qui a fait apparaître les Zetsu blancs que Madara pensait avoir créés en cultivant les cellules d'Hashirama dans le Gedomazo, c'est aussi lui qui guidera Obito dans la création de l'Akatsuki en manipulant Nagato, et comme à la base on pensait que Zetsu était une extension de la volonté de Madara, dès qu'on apprend que c'est pas le cas en réalité, bah ça enlève un peu de crédit à Madara. Cela dit, attention, il reste super intelligent. Le mec a quand même été capable de dingueries comme de s'éveiller au Rinnegan, ce qui reste un exploit même si Zetsu Noir avait placé toutes les pièces du puzzle. Parce qu'il fallait bien que Madara interprète correctement la stèle de pierre d'Agoromo, ce qui ma foi n'était pas facile vu que c'était vraiment pas clair, et d'ailleurs, Zetsu Noir comme Agoromo insistent sur ce point. Parmi les nombreuses réincarnations d'Indra, seul Madara est allé aussi loin, ce qui est clairement à mettre à son crédit. Je veux dire, non seulement il a éveillé le Rinnegan, mais en plus il a percé énormément de secrets du monde shinobi, comme tous les pouvoirs secrets des Uchiwa, les propriétés de l'Ignoton, ainsi que les pouvoirs du Rikudo, ceux que lui offrent ses Rinnegan bien sûr, mais aussi des techniques plus théoriques comme le saut de confinement de Jubi par exemple. Bref, Madara est un crack et ça c'est pas nouveau. Déjà enfant, il était redouté par les adultes du clan rival Senju, donc ça implique une certaine maturité et une intelligence en combat à minima comparable à celle de ses adversaires adultes. De la même manière, dès son plus jeune âge, il remet en question les shinobi en plein air Sengoku, une période où les guerres dévastaient les clans ninja. Ces questionnements, qu'il partage avec Hashirama, prouvent quand même une grande maturité chez le jeune Madara. Mais bon, on en revient sur ce qu'on disait plus tôt sur sa série de mauvaises décisions, et au final, son idéal pacifiste tourne à l'obsession et aboutira au plan œil de lune. Il aura quand même l'intelligence d'admettre sa défaite dans son combat idéologique avec Hashirama à la toute fin, et même à remettre en question ses choix, ce qui démontre quand même une certaine sagesse. En tout cas, la mise en place du plan œil de lune demandait que Madara soit quand même super intelligent. C'est un expert manipulateur, comme on le voit avec Obito qu'il manipule en mettant en place un plan bien tordu de manipuler les ninjas de Kiri pour qu'ils enlèvent Rin, avant que celle-ci ne meure sous les yeux d'Obito, bref, un bon plan machiavélique bien typique de ce genre d'antagoniste, mais c'est aussi un génie du combat et du ninjutsu comme on l'a dit, et c'est forcément aussi un bon stratège, comme il le démontre par exemple en détruisant le QG de l'Alliance Shinobi pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Donc voilà, malgré ces quelques reproches que j'ai fait, et qui font que, pour moi, Madara ne peut pas être classé plus haut, on va pas se mentir, il mérite quand même largement sa place dans le top. Bon, pour cette 5ème place, je triche un peu en mettant le père et le fils Nara, Shikamaru et Shikaku. Je mets les deux ici parce qu'on peut affirmer, je pense assez tranquillement, que Shikaku est au global plus complet que son fils dans Shippuden, plus expérimenté, plus sage, mais je mets aussi Shikamaru puisqu'il a le potentiel d'égaler, voire probablement de surpasser son père, et il l'a même potentiellement déjà fait dans la période post-Shippuden. Et alors, comme pour chaque place de ce top, je sens que je vais devoir bien expliquer mon choix, parce que c'est vrai, Shikamaru est décrit par Asuma comme un excellent stratège ayant un QI de plus de 200, ce qui est très impressionnant, et d'ailleurs il a démontré cette intelligence à plusieurs reprises. Mais déjà, je le disais en intro, avoir le plus gros QI ne fait pas forcément de vous quelqu'un de plus intelligent que les autres, même si c'est forcément révélateur d'un énorme potentiel intellectuel. Ensuite, on sait que d'autres personnages doivent avoir un QI au moins similaire. Je m'explique. À plusieurs reprises dans le manga, l'intelligence de Kakashi est mise en parallèle avec celle de Shikamaru, d'abord par Naruto, puis par Kakashi lui-même. Ensuite, on sait qu'il existe des génies à l'intelligence comparable à Kakashi et Shikamaru, qu'on va évoquer, vous inquiétez pas. Enfin, dernière chose, Shikamaru dans Shippuden a encore une énorme marge de progression, et dans le manga, on suit son évolution sur le plan psychologique, avec les arcs narratifs d'Asuma puis de Shikaku justement. Tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai décidé de placer Shikaku avec son fils, aussi parce que ce dernier n'est pas très présent dans le manga. Cela dit, ses rares interventions servent à chaque fois à illustrer son intelligence de malade, ce qui justifie que je l'ai quand même classé. Déjà, c'est Shikaku qui est choisi parmi tous les shinobi de l'Alliance pour diriger les opérations militaires pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, aux côtés du commandant suprême le Raikage et de Tsunade depuis le quartier général. Et dès sa première intervention, on comprend direct que le mec n'est pas venu là pour coller des gommettes. Il donne carrément un cours de stratégie militaire gratos au Raikage, avant de lui expliquer comment utiliser ses troupes le plus efficacement
efficacement sur le champ de bataille. Donc voilà, non seulement le mec est un Tchad, mais en plus il a été reconnu comme tel par le Raikage en personne. Ensuite, quand Tsunade et Ei quittent le QG une première fois, c'est lui qui dirige et coordonne l'alliance, donc là encore c'est un sacré feat. Après ça, c'est lui qui met en place un plan autour de Naruto pour débusquer les Zetsu blancs infiltrés dans les rangs de l'alliance, et quand le Raikage et Tsunade repartent à nouveau pour affronter Madara, bien sûr c'est encore lui qui reprend le contrôle du QG, d'où il coordonne parfaitement les différents bataillons. Il met également en place une stratégie pour immobiliser Jubi et tenter de surprendre Obito et Madara, en exploitant parfaitement toutes les capacités de l'Alliance à sa disposition. Madara lui-même qualifie d'ailleurs ce plan de très ingénieux, mais bon, comme les autres, Shikaku n'avait aucune idée de la vraie puissance de Jubi. Cela dit, Madara prend quand même la décision de détruire le quartier général avec un orbe de Jubi, donc en un sens, c'est comme s'il avait reconnu l'impact qu'avait Shikaku. Et d'ailleurs, juste avant de mourir, le gars lâche pas l'affaire, car c'est lui qui souffle l'idée à Naruto de partager son chakra avec l'Alliance, avant de léguer la suite des opérations à son fils Shikamaru. Même Kurama, qui est lui aussi ultra intelligent, sera super impressionné par Shikaku. En gros, à chaque fois que le mec apparaît sur une planche, c'est pour nous sortir une masterclass. Déjà quand Naruto partait confronter Nagato après son combat face à Pain, c'est Shikaku seul qui prend la décision de laisser Naruto y aller, comprenant que ça pourrait tout changer, et clairement, il avait raison. Bon, pour ce qui est de Shikamaru, rappelons déjà que ce dernier a toujours admiré son père. À sa mort, Shikamaru fait tout pour être à la hauteur, ce qui implique, comme je le disais, la supériorité de Shikaku sur son fils sur beaucoup de points à ce stade. Mais bon, c'est normal, hein, l'expérience y est pour beaucoup quand on parle entre guillemets d'intelligence. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que Shikamaru a le potentiel, et un grand nombre de personnages l'ont reconnu. Si à l'académie il n'avait pas les meilleures notes comme Sakura parce qu'il dormait à chaque examen, il est clairement excellent en stratégie, en analyse, et son intelligence en combat est elle aussi top tier. Je pourrais m'amuser à lister tous les exploits qui illustrent son intelligence, mais franchement ce serait pas super intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que Shikamaru finit toujours par trouver une stratégie pour prendre l'avantage. Il aborde tous ses combats comme un duel de stratégie avec son adversaire, où chaque coup est calculé. Utilisation de diversion et exploitation du terrain contre Temari, analyse et contre-mesure parfaite face au jutsu bizarre de Tayuya et Hidan, exécution à la lettre du plan de son père face à Kinkaku, ou encore prise de responsabilité aux côtés des Hokage réincarnés, bref, Shikamaru sait tout faire. Dans l'arc Pain, on voit qu'il met aussi à profit son intelligence pour tenter de déchiffrer le message codé de Jiraiya, ce qu'il réussira finalement à faire à l'aide de Naruto. En fait, comme son père, Shikamaru prend en compte toutes les informations disponibles pour prendre la meilleure décision à une vitesse ahurissante, le tout en gardant son sang-froid et en s'adaptant. Lorsque Shikamaru décide de traquer Hidan et Kakuzu, il met en place un plan super complexe qu'il arrive à modifier à la dernière minute pour y intégrer Kakashi, ce qui choque d'ailleurs ce dernier et illustre parfaitement ce que je viens de dire sur l'adaptabilité de Shikamaru. Premier des 11 de Konoha à passer de Chunin, 5 sur 5 en intelligence dans tous les databooks, il est même qualifié de personne la plus intelligente de Konoha dans le guidebook officiel du film Boruto, ce qui se confirme d'ailleurs à chaque nouveau chapitre du manga. En réalité, si j'avais parlé que de sa version Boruto, il aurait peut-être gagné quelques places au classement. Bref, Shikamaru est vraiment l'un des shinobi les plus intelligents de l'œuvre, au même titre que son père, ce qui explique qu'ils trustent ensemble la 5e place de ce top. À la 4e place de ce top, Minato Namikaze. J'ai longtemps hésité à le mettre à la 3e place, mais j'ai finalement opté pour le top 4, pour des raisons que j'évoquerai quand je parlerai du 3e de ce classement. En attendant, Minato est un des personnages avec l'un des meilleurs lores du manga. La mythologie qui l'entoure suffit à elle seule à le placer comme un des Hokage les plus brillants de l'histoire. À l'image d'un Orochimaru, Minato est qualifié par Jiraiya de génie générationnel. Cette idée est largement soutenue par le fait que Minato dispose d'une des meilleures capacités d'analyse du manga, qu'il applique d'ailleurs parfaitement en combat, ce qui fait qu'il a aussi un énorme battle IQ. Il arrive à décortiquer, à trouver le point faible et à comprendre les propriétés d'un jutsu d'un simple coup d'œil, comme il le démontre en expliquant le point faible du Chidori de Kakashi en ne le voyant qu'une fois, en comprenant le fonctionnement de Kamui après seulement quelques interactions avec Obito, ou encore en créant le Rasengan, une technique qui pousse la modification de forme du chakra à son paroxysme, juste en ayant observé l'orbe des démons à queue. Il est aussi capable d'analyser rapidement les situations et de réagir en tenant compte de tous les éléments, un peu à l'image d'un Shikaku par exemple. Lors de l'attaque de Kyuubi sur Konoha, Minato comprend rapidement que la cible de l'homme masqué est en fait Kushina, après quoi il comprend très vite que l'homme masqué est la plus grosse menace, et fait le choix fort de laisser le démon renard entre les mains d'Hiruzen pour se concentrer sur son combat. J'entends souvent des gens dire que Minato n'est pas si malin parce qu'il n'a pas reconnu Obito, et qu'il pensait affronter Madara, mais venez on arrête la mauvaise foi.
Déjà, comment pouvait-il deviner que son ancien élève pas doué et censé être mort pouvait se cacher derrière ce masque et cette grosse voix de daron? Quand on tient compte de tous les éléments qu'avait Minato, on se rend compte qu'en fait, Obito était justement limite le personnage le moins susceptible d'être l'homme masqué. Bon, au final, il s'en voudra de ne pas avoir remarqué, mais en vrai, c'est plus révélateur du perfectionnisme de Minato qu'autre chose, comme je viens de l'expliquer. Ensuite, certes, il prend l'homme masqué pour Madara pendant un instant. Quand il voit sa capacité à passer les barrières de défense de Konoha, à abattre les meilleurs hommes du Hokage, ou encore à briser le sceau de Kurama avant de le contrôler, forcément ça lui vient à l'esprit, mais en réalité, littéralement 2 cases plus tard, Minato dit que l'identité de l'homme masqué n'a pas d'importance, et il décide en priorité de l'interroger sur ses motivations pour évaluer son réel niveau de dangerosité. Bon, après ça, on a leur affrontement, où Minato démontre l'une des intelligences en combat les plus élevées du manga, en analysant parfaitement la situation, en contrant la technique la plus cheatée de l'œuvre, avant de rompre le contrôle de l'homme masqué sur Kyuubi avec un saut, le tout en à peine quelques pages. Et comme par hasard, pendant ce bref échange, Minato fait le rapprochement entre l'attaque sur Konoha, la prophétie de Gamamaru sur les périodes de grands changements du monde shinobi, et son fils Naruto. Donc franchement, ne venez pas me dire que Minato était à côté de la plaque. C'est lui qui décide de sceller une partie du chakra de Kyuubi en Naruto pour lui permettre d'affronter plus tard l'homme masqué, se sacrifiant aussi au passage pour maintenir l'équilibre des bijoux entre les villages ninja. Et je veux dire, on a tous lu le même manga, vous allez pas me dire que c'était pas la meilleure chose à faire quand on voit ce qui s'est passé après. Et comme si ça suffisait pas, il a eu la clairvoyance de sceller une partie de son chakra et de celui de Kushina en Naruto avant de mourir, pour s'assurer qu'à terme, il contrôlera parfaitement le chakra du démon renard. Bon voilà, j'ai passé ma soufflante, ça va mieux, donc maintenant on peut revenir à la mythologie du personnage que j'évoquais tout à l'heure, et c'est l'occasion de rappeler que Minato est le détenteur de la meilleure note de l'histoire de l'épreuve écrite de l'examen de Chunin, qu'il était aussi le meilleur élève de l'histoire de l'Académie Ninja en termes de notes avant le passage d'un certain Itachi Uchiwa, et on peut aussi rappeler qu'il est l'un des plus jeunes Kage de l'histoire, et potentiellement le Hokage le plus jeune de Konoha, même si on ne sait pas vraiment quel âge avait Hiruzen lorsque Tobirama l'a nommé Sandaime. Aussi, il est considéré comme le shinobi ayant apporté la victoire à Konoha durant la troisième grande guerre ninja, ce qui implique qu'il était en quelque sorte un maître de guerre. Durant l'arc Kakashi Shinden, on voit aussi que Minato à environ 23 ans était déjà un sensei super sage et pédagogue, en plus d'être évidemment un très bon tacticien militaire. Sa capacité à apprendre des jutsu super complexes, comme le Hiraishin ou les Fuinjutsu les plus puissants du clan Uzumaki à une vingtaine d'années maximum, prouve aussi une grosse capacité d'apprentissage. Pareil, j'en parlais, mais pour moi, créer des jutsu, c'est vraiment une marque d'intelligence. Parce qu'en fait, ça témoigne non seulement d'une grande compréhension du chakra, mais aussi d'une immense créativité. Et je dis ça puisque, bien sûr, Minato a créé le Rasengan. Bon, lorsqu'il revient réanimé par l'Edo Tensei durant la 4ème grande guerre, on le voit prendre l'initiative sur l'homme masqué grâce à sa balise Hiraishin, mais c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il s'agit en fait d'Obito et ensuite tout va très vite. Jubito apparaît, il fait culpabiliser Minato et ça fonctionne, ce qui fait que Minato est perturbé jusqu'à ce que Naruto reprenne sa défense. Et alors, on va pas se mentir, c'est compréhensible comme réaction de la part de Minato, mais comme on l'a expliqué, en vérité, il a pas grand-chose à se reprocher, et le fait qu'il culpabilise autant et qu'Obito arrive à rentrer dans sa tête, ça témoigne finalement d'une certaine fragilité psychologique. C'est pas un reproche, hein, c'est normal de réagir comme ça, mais dans les faits, ça révèle une certaine faiblesse chez le personnage qu'on pensait jusque-là irréprochable. Et même après avoir repris ses esprits, Minato concrètement, il sert juste à téléporter l'Alliance, une idée qui vient de Naruto d'ailleurs, puis ensuite il est utilisé par son fils comme recharge de chakra Kyuubi, avant de carrément lui léguer sa partie de Kurama, une idée qui vient là encore pas de lui, mais du démon renard en personne. Enfin bon, les contre-performances de Minato pendant la guerre mériteraient carrément une vidéo à part entière, donc je vais pas m'attarder, mais j'insiste quand même sur le fait que ça n'enlève rien à l'intelligence exceptionnelle de Minato, ainsi qu'aux exploits qu'on a cités plus tôt. Il est assez clair que Kishimoto a imaginé Minato comme l'un des ninjas les plus malins de son univers, en témoigne la mythologie qui l'entoure et dont on parlait plus tôt, ses talents de shinobi ou encore sa sagesse et ses qualités de leader, sur lesquelles l'auteur insiste autant dans le manga que dans les databooks. Donc voilà, je pense que ce sera une surprise pour personne, mais Minato est bel et bien l'un des shinobi les plus intelligents de Naruto, et compte tenu de tout ce qu'on a dit, cette 4ème place est plus que méritée.
À la troisième place de ce top, Tobirama Senju. Alors, je disais que j'ai hésité entre lui et Minato pour cette troisième place, et même si je pense qu'ils sont interchangeables, j'ai préféré mettre Tobirama, car ce dernier n'a quasiment aucun anti-feat en matière d'intelligence. Bon, déjà, commençons par le début. Alors qu'il était encore un enfant soldat pendant l'ère Sengoku, Kishimoto dépeint un Tobirama bien plus mature que n'importe lequel des shinobi adultes de son clan. Il exprime très tôt sa volonté de privilégier le dialogue avec l'ennemi, en établissant des règles d'engagement lors des conflits. Bref, vraiment, à une dizaine d'années, le mec montre une sagesse assez exceptionnelle qui se concrétisera lorsqu'il succédera à son frère en tant que Hokage. D'ailleurs, même s'il est le cadet de Hashirama, c'est lui qui tempère son grand frère en prenant les décisions les plus pragmatiques, et il sera aussi l'un de ses meilleurs conseillers. Notons aussi que c'est lui qui aura l'idée d'élire le Hokage de façon démocratique, résultant à la nomination de Hashirama. Bon, visiblement, la tradition d'élire le Hokage de façon démocratique s'est un peu perdue avec le temps, mais a priori, ce n'est pas de la faute de Tobirama, à moins qu'on imagine qu'il ait en fait forcé Hashirama à mettre en place un vote, de sorte que Madara ne soit pas Hokage, avant de sécuriser l'oligarchie Senju à la tête du village, une idée qui en soi fait sens quand on sait que c'est lui qui a nommé Hiruzen comme son successeur. Et en réalité, même si c'est le cas, ça donnerait juste encore plus de crédit à Tobirama en termes d'intelligence. Moralement, c'est discutable certes, mais quand même, c'est très bien vu et il faut l'admettre. Car oui, vous le savez, Tobirama n'est pas le plus grand fan des Uchiwa, et en réalité, ce n'est pas tant qu'il les déteste, mais plutôt qu'il les connaît très bien, et qu'il a conscience que leur Kekkei Genkai, le Sharingan, est souvent plus un fardeau qu'autre chose. Il le dit d'ailleurs lui-même, tout ce qu'il a fait entre guillemets subir aux Uchiwa, c'était pour canaliser leur pouvoir et le mettre au service du village. Mais bon, de toute façon, après il y aura toujours des dégénérés comme Danzo pour mal interpréter et aller trop loin. Bref, même si Orochimaru considère que la politique de Tobirama a posé des problèmes à ses successeurs, reste que ce dernier a révolutionné le monde shinobi. Il a créé l'Académie Ninja, l'examen Chunin, l'Anbu et la police du village, et quoi qu'en dise Orochimaru, c'est devenu le modèle de base de tous les villages ninja, donc ouais, c'est plutôt solide. Aussi, Tobirama est un excellent sensei. Il a formé Hiruzen, le futur Sandaime, Danzo, mais aussi Kagami Uchiwa, preuve qu'il n'avait rien contre les Uchiwa tant que ces derniers faisaient passer les intérêts du village avant tout, ou encore Omura et Koharu. Et même si plus de la moitié d'entre eux se sont avérés être des connards, je pense pas que ce soit imputable à Tobirama. Et bien sûr, comment parler du cadet des Senju sans évoquer son génie et sa créativité en matière de ninjutsu. Le type a juste créé quasiment toutes les techniques les plus iconiques du manga. Edo Tensei, Iraishin, multiclonage, tout ça c'est lui. Chacun de ces jutsu ont été créés dans un but précis pour répondre à un besoin. Comme je le disais en intro, résoudre par la pensée des problèmes nouveaux, voilà qui décrit d'après moi le mieux l'intelligence. Et Tobirama en est juste l'exemple parfait. Dans une impasse lors de ses duels à mort face à Izuna Uchiwa, Tobirama va imaginer l'Iraishin pour surprendre son adversaire malgré son pouvoir oculaire. Il va aussi exploiter les propriétés de l'Edo Tensei pour créer une attaque dévastatrice avec ses parchemins auto-réplicants. Bref, Tobirama est un crack absolu. Et ses talents ne se limitent pas à la création de jutsu ou à la politique, puisqu'il est aussi un tacticien de génie et un très fin analyste, ce qui, combiné à ses capacités sensorielles, font de lui un shinobi giga intelligent en combat, à l'instar d'un Minato par exemple. On vient de parler d'Izuna, mais c'est surtout pendant la 4ème Grande Guerre que Tobirama brille le plus sur ce point. C'est lui qui prend l'initiative sur Jubito, il prend le lead de l'alliance avec Hashirama après la mort de Shikaku et alors que Shikamaru est dans le coltard, il remarque immédiatement que Jubito est sensible aux attaques Senjutsu, c'est lui qui dit à Minato d'échanger sa marque Iraishin avec la sienne pour réaliser des attaques combinées, ou encore c'est aussi lui qui a l'idée d'exploiter le lien qui unit le chakra de Minato et Naruto à l'alliance pour les téléporter en cas de danger. Bref, vraiment que des masterclass. Il se permet même de recadrer Minato en plein combat, ce qui, je vous avoue, m'a mis assez bien. Notons par ailleurs que Tobirama semble connaître les propriétés de l'Ignoton, le mont Myoboku, et il comprend immédiatement comment a fonctionné la stratégie de Naruto pour téléporter toute l'alliance en dehors de la barrière de Jubito. Donc voilà, connaissance du monde shinobi, capacité d'analyse, de stratégie, leadership, Tobirama il sait tout faire. On lui reproche souvent d'être presque trop pragmatique, trop froid, mais en réalité je pense qu'il est comme ça pour maintenir un certain équilibre dans sa dynamique avec son frère Hashirama qui lui est très porté sur les émotions. Et il est clair que Tobirama est un génie, qui en plus de sans doute avoir un QI comparable à des personnages comme Minato ou Shikamaru, a une liste longue comme le bras d'exploits réalisés grâce à son énorme cerveau. C'est pour ça que pour moi, il n'a pas volé sa place sur la dernière marche du podium des shinobi les plus intelligents de l'œuvre.
À la deuxième place de ce top, on retrouve Kakashi attaqué. Alors clairement, Kakashi c'est un monstre au niveau intelligence. Et si je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, peut-être que vous vous demandez pourquoi il est au-dessus des Tobirama, Minato ou encore Shikamaru. Eh bien, je vais vous donner mon point de vue là-dessus, même si, d'après moi, les classements des persos que je viens de citer sont interchangeables d'un top à l'autre, avec perso une petite préférence pour Kakashi. Déjà, ce dernier c'est un monstre en précocité. Il est promu Genin à 5 ans, Chunin à 6 ans et Jonin à 12 ans. Et même si vous vous dites sûrement que c'est grâce à son talent dans les arts ninja, je vous assure que ça implique aussi une grande intelligence. Parce que déjà, être promu lorsqu'on est shinobi, ça implique gagner en responsabilité. C'est très tôt expliqué dans le manga au travers de Shikamaru notamment, mais les ninjas sont promus en grande partie lorsqu'on juge qu'ils sont capables de mener à bien leur mission, tout en gardant en tête des priorités comme garder ses camarades en vie, etc. Ce qui implique un certain talent stratégique, savoir calculer les risques, avoir une bonne prise de décision, bref, imaginez demander ça à un gamin de 6 ans. Et bah Kakashi lui, pas de problème. Et certes, c'était en temps de guerre, mais quand même, ça révèle une sacrée maturité et c'est assez parlant. De toute façon, je développerai encore cette idée quand je parlerai du personnage à la première place de ce top, que normalement vous avez tous déjà deviné. Bref, les deuxième et troisième databooks vont dans le sens d'un Kakashi super intelligent, en lui donnant la note de 5 sur 5 dans ce domaine à chaque fois. Et le manga ne se prive pas non plus de représenter Kakashi comme un monstre en intelligence. Naruto dit de lui qu'il est plus intelligent que Shikamaru, qui a un QI de plus de 200, on le rappelle même si ça fait pas tout. Un peu plus tard, c'est Kakashi lui-même qui avoue n'avoir rien à envier à Shikamaru en termes d'intelligence. Et d'ailleurs, puisqu'on compare ces deux personnages, petite anecdote, dans le roman Shikamaru Iden, ce dernier est alors âgé de 19 ans, et il reste super admiratif devant les capacités d'analyse de Kakashi, ses prises de décision en tant que Hokage, etc. Donc si ça permet pas de trancher la question, pour moi c'est encore un élément en faveur de Kakashi. De toute façon, on reviendra rapidement sur son mandat en tant que Hokage dans un instant. Mais d'abord, je voulais rappeler que Kakashi, c'est le genre de mec capable de créer un jutsu de rang A, le Chidori, à genre 13 ans, après avoir échoué à combiner son Raiten au Rasengan. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'avant ses 13 ans, Kakashi a réussi à apprendre le Rasengan, juste en l'observant en principe, puisqu'il n'est jamais question d'un entraînement avec Minato, avant de créer le Chidori pour compenser, un jutsu de rang A donc, comme je le disais, qu'il fera par la suite évoluer jusqu'à créer le Raikiri, une version légèrement améliorée et considérée comme un jutsu de rang S. Et on le disait avec Tobirama et Minato, mais la capacité à créer des jutsu, donc la créativité en quelque sorte, est évidemment pour moi un critère d'intelligence. Après avoir reçu le Sharingan, Kakashi a réussi à copier plus de 1000 techniques, qu'il utilise toujours très intelligemment, comme il le démontre dans ses différents combats. Et puisqu'on parle de ça, c'est l'occasion de préciser que Kakashi est aussi l'un des personnages les plus intelligents en combat. Je pourrais vous lister tous ses exploits sur ce point, mais je vais me contenter de quelques exemples parmi les plus parlants pour moi. Déjà, dans son premier combat de la série, il arrive à rentrer dans la tête de Zabuza et à le faire paniquer avec son Sharingan, en recopiant ses mouvements, mais aussi ses phrases, en analysant sa posture, et en gros en lui faisant croire qu'il voit dans le futur. Lors de leur deuxième affrontement, Zabuza a compris la supercherie et il est super fier de lui, mais au final, il tombe dans un nouveau piège de Kakashi, qui utilise cette fois son propre sang pour repérer Zabuza à travers son camouflage dans la brume avec son odorat et sa technique des Crow-Trackers. Bref, dès ses premiers fights, Kishimoto est clair, Kakashi a un énorme battle IQ. Le premier databook le précise d'ailleurs, et il en profite pour confirmer que Kakashi est un excellent professeur, donc on peut ajouter la pédagogie à la longue liste de qualités intellectuelles de Kakashi. Contre Deidara avec Naruto, Kakashi analyse parfaitement la situation et c'est là qu'il se compare à Shikamaru. Bon, contre Kakuzu, je le disais, mais Kakashi s'incruste au dernier moment dans la mission, donc il se contente de suivre le plan qu'avait préparé Shikamaru, mais de toute façon j'en ai déjà parlé, donc pas grand chose à rajouter là-dessus, à part que Kakashi a parfaitement exécuté le plan, donc GG à lui. Contre Pain par contre, c'est lui qui remarque le temps de récupération entre les utilisations des pouvoirs de Tendo, il parvient à surprendre ce dernier et Shurado avec un clone Raiten, puis il simule sa mort avant de sauver Choji, bref, une super belle performance au niveau de la stratégie sur le fil. Il parvient aussi à comprendre le fonctionnement de Kamui avec précision contre Obito, et clairement, sans Kakashi, ils auraient été tous en galère, même si bon, j'avoue que c'est surtout Kamui qui a carry ici. On peut également noter que c'est Kakashi qui a eu l'idée d'entraîner Naruto au Rasen Shuriken, c'est d'ailleurs encore lui qui lui souffle l'idée d'utiliser ses clones pour optimiser son entraînement, qu'il a toujours été considéré comme un atout et un excellent conseiller par Hiruzen et Tsunade, ou encore qu'on lui a confié le commandement de la 3ème division de l'Alliance Shinobi pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Plus généralement, il a longtemps été pressenti comme futur Hokage avant de le devenir à la fin du manga. D'ailleurs, pendant son temps à la tête du village, les romans insistent sur le fait qu'il était le principal
principal acteur du développement technologique de Konoha, mais aussi un des piliers dans la mise en place d'une paix mondiale, encore une preuve de ses qualités de leader et plus généralement de son intelligence. Pour moi, Kakashi c'est le type de perso qui coche toutes les cases du gars intelligent, vu qu'il excelle dans tous les domaines, comme à peu près tous les personnages de ce haut de classement d'ailleurs. Mais c'est aussi un gars qui a fait des erreurs qui l'ont fait mûrir, un gars qui a tout perdu mais qui a toujours eu la ressource pour aller de l'avant. Bref, Kakashi est vraiment brillant. Du jeune génie têtu et condescendant au Hokage à la réputation mondiale, dont les capacités de leader ont même été reconnues par l'ermite Rikudo en personne, franchement, Kakashi il en a fait du chemin. Donc pour toutes ces raisons, il mérite pour moi sa place dans le top 2 des shinobi les plus intelligents du manga. Vous l'attendiez, le numéro 1 de ce top, le shinobi qui est pour moi le plus intelligent de tous, Itachi Uchiwa. Bon, déjà, Itachi c'est tout simplement le meilleur élève de l'histoire de l'académie en termes de notes, avec uniquement des 100 sur 100 dans toutes les matières sans aucun faux pas. Promu en seulement un an, on pourrait se dire que c'est en grande partie grâce à ses entraînements aux arts ninja avec Shisui, ce qui est vrai, mais c'est aussi grâce à ses connaissances de fou pour son âge. En effet, dans les romans Itachi Shinden, on apprend qu'il passait des soirées et des nuits entières à lire des livres sur tous les sujets, histoire du monde shinobi, manuel ninja, etc. Le tout depuis ses genre 5 ans. Donc non seulement le mec est giga précoce et talentueux, mais en plus il a une capacité d'apprentissage de malade, ce qui lui a permis d'accumuler des connaissances sur le monde shinobi tout au long de sa vie. C'est notamment pour ça qu'il connaît l'existence de la grotte Ryuchi, qu'il est familier du mode ermite dans son combat contre Kabuto par exemple, ou encore, qui sait, qu'il a réussi à trouver l'épée de Totsuka et le miroir de Yatta là où Orochimaru a échoué. Pendant sa petite année d'études à l'académie, on disait carrément de lui qu'il était le plus gros crack de l'histoire de l'académie ninja. Et quand on sait les génies qui sont passés par là avant lui, d'Orochimaru à Minato en passant par Kakashi ou encore Shisui, franchement ça se pose là. Itachi c'est juste un prodige à tous les niveaux et l'intelligence ne fait pas exception. Sa capacité à gravir les échelons du monde shinobi à toute vitesse implique forcément d'être super intelligent et mature, car on le disait pour Kakashi, mais quand à 6 ans tu deviens Chunin, ça va avec son lot de responsabilités qu'un gamin de cet âge ne pourrait même pas concevoir s'il n'était pas intellectuellement dans le futur. Donc quand à 9 ans, Itachi est promu Chunin puis intègre les forces spéciales dans la foulée, évidemment que ça l'oblige à avoir des connaissances avancées, à pouvoir mettre en place des stratégies et à s'adapter à chaque nouvelle mission. Donc voilà, imaginez que Kakashi et Itachi sont tellement intelligents que même en étant gamins, ils arrivaient à avoir la confiance des dirigeants du village pour diriger des shinobi adultes lors de leur mission. Et dans le cas d'Itachi, il n'y a même pas l'excuse de la guerre puisqu'il a fait ça en temps de paix. Dans les romans, Itachi en tant que genin est d'ailleurs dépeint comme plus intelligent et mature que son Jonin sensei de l'époque. Et c'est d'ailleurs parfaitement illustré dans le manga, lorsqu'Hiruzen compare les questionnements sur le monde shinobi d'un Itachi de 7 ans à ceux des Hokage, le troisième databook, le dernier a encore utilisé le système de notation, va d'ailleurs en ce sens en mettant la note maximale en intelligence à Itachi. Et ça se traduit bien sûr dans les faits. Itachi il a quand même manipulé tout le village en se faisant passer pour seul responsable du massacre du clan des Uchiwa, après que les nombreuses tentatives de discussion aient échoué et que Shisui ait décidé de se sacrifier, prouvant ainsi sa confiance en Itachi. L'objectif étant bien entendu d'éviter une guerre civile tout en sauvant l'honneur des Uchiwa en cachant leur plan de révolte à la population. Notons qu'à l'époque, il n'a que 12 ans et que malgré ça, il réussit non seulement à remonter la trace de l'homme masqué, mais aussi et surtout à le convaincre de l'aider au massacre du clan. En échange de l'opportunité de se venger du clan Uchiwa, Itachi fait promettre à Obito de ne pas s'en prendre au village et à Sasuke. Et tout ça prouve qu'Itachi est assez intelligent et sage pour ne pas laisser ses émotions prendre le pas sur ses décisions. Comme l'explique Hiruzen, les liens claniques n'ont jamais eu de réelle emprise sur lui. Il a toujours tout mis en œuvre pour préserver la paix, en devenant le meilleur shinobi possible. Et comme c'est très bien expliqué dans les romans Itachi Shinden, pour lui, le shinobi parfait allie le savoir et la force. Après le massacre du clan, il est décidé avec Hiruzen qu'Itachi infiltrera l'Akatsuki, à la fois pour agir si l'organisation prend une voie incontrôlable, mais aussi pour s'assurer que le pacte de non-agression de Konoha soit respecté par l'homme masqué. Bref, après tout ça, Itachi développe une maladie incurable et met en place son plan pour mourir de la main de Sasuke. Et alors, je vais être très clair, mais ces manipulations et stratagèmes pourraient à eux seuls placer Itachi top 1, et laissez-moi vous dire pourquoi. Déjà, faut bien comprendre qu'Itachi a plusieurs objectifs. D'abord, il veut mourir de la main de son petit frère, à la fois pour faire de lui le héros qui aura vengé son clan, mais aussi lui permettre de débloquer de nouveaux pouvoirs avec le Mangekyo, et enfin pour tester l'effet que sa mort aurait sur ses objectifs, comme il l'explique plus tard à Naruto et Killer Bee.
Et c'est là que l'autre étape du plan d'Itachi se met en place, soit Sasuke rentre gentiment au village, soit il poursuit son chemin de haine et de vengeance, auquel cas Itachi a confié la suite à Naruto, après avoir testé à plusieurs reprises sa volonté de sauver Sasuke, d'abord en l'affrontant sous forme de clone dans l'arc de sauvetage de Gaara, où on a tous vu son petit sourire en coin lorsqu'il se fait toucher volontairement par le Odama Rasengan, puis juste avant d'aller affronter Sasuke, quand il part à la rencontre de Naruto dans la forêt. Et là encore, si Naruto échoue à convaincre Sasuke et que ce dernier se greffe les yeux d'Itachi pour développer le Mangekyo Sharingan éternel, pas grave puisque ce dernier a scellé en Naruto un corbeau portant l'œil de Shisui qu'il a programmé pour s'activer au contact de son Mangekyo afin de lancer Kotoa Matsukami, un puissant genjutsu qui obligerait Sasuke à défendre Konoha. Et enfin, comme si ça suffisait pas, Itachi profite de son combat contre son frangin pour sceller Orochimaru, en forçant Sasuke à claquer tout son chakra. Donc en gros, le Boog, il est mort en débarrassant son frère du fou furieux qui voulait lui voler son corps, et donc en le protégeant une dernière fois, mais aussi en laissant la suite à Naruto, avec un plan tellement bien ficelé qui ferait pleurer de joie les méchants de JoJo's Bizarre Adventure. Bref, tout était vraiment parfait, mais Obito a fini par tout raconter à Sasuke, ce qui viendra un peu emmerder les plans d'Itachi, quoique au final ça se terminera exactement comme il l'espérait. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Obito, on peut ajouter qu'Itachi avait aussi mis en place un plan post-mortem pour tuer Obito, avec une attaque Amaterasu scellée dans la pupille de Sasuke, donc même en étant mort, le mec est un génie. Bon, malheureusement, ou plutôt heureusement pour lui, Obito survit grâce à Kamui ou Izanagi, dépendant de comment vous l'interprétez, mais reste qu'Obito a eu chaud et d'ailleurs il le dit lui-même. Mais bon, Itachi ne s'arrête pas là, puisqu'il est ensuite réanimé par Kabuto avec l'Edo Tensei. Et même en Edo, donc en n'ayant rien préparé, puisque le gars il pensait juste mourir et reposer en paix après tous les services rendus, il nous propose encore une masterclass en démontrant son intelligence, son adaptabilité, mais aussi son intelligence en combat cette fois. Kabuto le dit d'ailleurs lui-même, Itachi est le plus clairvoyant des Uchiwa, et c'est pas moi qui dira le contraire. Bon déjà le mec arrive à se défaire de l'emprise de Kabuto en utilisant Kotoa Matsukami sur lui-même, donc il grille cette carte pour Sasuke, mais pas de problème, un petit discours masterclass pour s'assurer que Naruto fera le taf, et le tour est joué. Après ça, il arrive à sceller Nagato après avoir directement exploité les angles morts pour contrer sa vision partagée, et avoir compris en un instant le point faible de son Shibaku Tensei. Donc niveau analyse, stratégie et exécution, c'est juste du n'importe quoi. Après avoir fait une énième leçon à Naruto en lui expliquant qu'il est dangereux de tout vouloir endosser tout seul, il part mettre en place son plan pour désactiver l'Edo Tensei en plongeant Kabuto dans l'Izanami, puisque pour rappel, même une fois l'utilisateur tué, l'Edo Tensei n'est pas rompu pour autant. Bien entendu, Itachi arrive à forcer Kabuto à rompre l'Edo Tensei en l'affrontant avec Sasuke et en exploitant ses faiblesses comme évoqué tout à l'heure quand je parlais de Kabuto. Ce combat qu'il mène avec Sasuke, c'est aussi l'occasion pour Itachi de faire quelques petites dernières leçons de morale à son frère avant de lui admettre ses erreurs. Car être intelligent, c'est aussi reconnaître qu'on a fait des erreurs. Donc même dans ces derniers instants, Itachi fait preuve de beaucoup d'intelligence en s'excusant auprès de Sasuke. J'en parlais dans ma vidéo sur les morts les plus importantes dans Naruto, mais vraiment les interactions de Itachi Edo Tensei avec Naruto puis Sasuke, elles auront un impact capital dans leur réconciliation et pour leur vision du shinobi en général. Notons qu'en constatant que l'Edo Tensei a été rompu, Madara sera impressionné, et en apprenant les sacrifices d'Itachi, Hashirama, le dieu des shinobi en personne, reconnaîtra sa valeur. Bref, la liste des raisons qui font d'Itachi le shinobi le plus intelligent est longue, mais je vais m'arrêter là et je me contenterai de dire qu'il regroupe à lui seul toutes les qualités que j'évoquais chez les autres personnages de ce top. Et avant de terminer, je voulais donner quelques mentions honorables qui auraient pu rentrer dans le top 10 et à qui il manquait juste un petit truc à mes yeux, mais que je serais pas du tout surpris de voir dans le top 10 d'autres personnes. D'abord bien sûr, le héros du manga, Naruto Uzumaki. Le ninja le plus imprévisible est aussi très intelligent, surtout en combat. Je veux dire, le mec, il brain Zabuza à 12 ans, il comprend le point faible du 3ème Raikage tout seul, c'est lui qui a l'idée de téléporter l'alliance avec le Hiraishin, et il comprend la faiblesse de Jubito au chakra Senjutsu en même temps qu'un crack comme Tobirama, et bien d'autres performances de zinzin. Et c'est assez clair que la plus grande force de Naruto, c'est pas son intelligence. Et face aux monstres dans ce domaine que j'ai évoqué dans ce top 10, je pense que Naruto est quand même un peu en dessous. Autre mention honorable, Obito. J'évoquais tout à l'heure les raisons qui m'ont fait placer Madara entre guillemets seulement top 6, et toutes ces raisons sont en fait valables pour Obito, voire pire.
Connaissance de fou du monde shinobi et par extension des différents pouvoirs, là-dessus il y a pas de problème. Il a réussi à manipuler Nagato, à contrôler l'Akatsuki dans l'ombre, pareil, bravo à lui. Mais le problème, c'est qu'il a été bien aidé par Zetsu, qui, ironiquement, est probablement l'un des personnages les plus intelligents, en plus d'être le seul antagoniste à avoir mené à bien son plan en manipulant absolument tout le monde pour ramener Kaguya. Mais bon, comme dit dans l'intro, j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans ce classement réservé aux shinobi. Bref, pour ce qui est d'Obito, vous savez à quel point je suis fan du personnage, et il est loin d'être bête, mais soyons honnêtes, donner à n'importe quel perso du top 10 les informations, les ressources et les pouvoirs qu'Obito a reçus, et je pense que ça serait pas pire. Madara lui-même dira d'ailleurs que Sasuke aurait été un meilleur choix, et nul doute que s'il avait vu la taille du cerveau d'Itachi, ça aurait été aussi valable pour lui. Enfin, j'aurais pu classer d'autres shinobi comme Hiruzen, Shisui ou encore même Hagoromo, qui pourraient limite prendre le top 1 juste avec son statut, mais je considérais qu'on en savait trop peu sur eux pour pouvoir les classer objectivement. Gardez bien en tête que Naruto est un manga rempli de personnages super intelligents, donc il n'existe pas de classement définitif. Chacun des personnages que j'ai cités sont des génies à leur manière, et il doit exister autant de classements que d'interprétation et de perception des éléments du manga. En tout cas les potos, je pense avoir tout dit, j'espère vraiment que vous avez kiffé ce bon gros top. Comme dit en intro, j'aurais pu faire un top tout perso confondu, en intégrant des Amado qui est juste un giga crack ou des Kurama, mais voilà, j'ai préféré parler que des shinobi, afin que tous les persos soient évalués selon les mêmes critères. En tout cas, dites-moi en commentaire quel serait votre classement, je suis super curieux de voir ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'hab, le petit like, le partage ça m'aide de ouf, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça me régalerait. Sur ce les potos, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.